Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Alors malgré le fait que je sois en débardeur et qu'il fasse encore 30 degrés dehors, nous sommes bel et bien en automne, au mois d'octobre. Et je me suis dit, ça faisait un petit bout de temps que je vous avais pas fait une vidéo complètement dédiée à un bilan lecture. Alors, pourquoi pas prendre la caméra et faire le bilan de septembre comme sujet de cette nouvelle vidéo. Ça changera un petit peu des vlogs, ça me permet de varier un petit peu les plaisirs, et également parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de lectures que je ne vous ai pas présentées. Peut-être qu'il y a certaines lectures dont j'aurais parlé dans certaines séquences passées de mon vlog, parce que je ne me rappelle plus trop ce que j'ai filmé. Mais en attendant, on va faire un petit bilan de lecture du mois de septembre. C'est parti! Alors pour septembre, j'ai lu vraiment sous tous les formats, que ce soit audio, en version e-book ou en version papier. J'ai vraiment testé de tout. Et je vais commencer par une version audio avec Le Jour des Saints. Donc je vous mets la couverture juste ici. Je me décale un petit peu, comme ça vous pourrez mieux la voir. Et Le Jour des Saints, c'est un policier thriller, mais chacun valait un crédit. Autant vous dire que j'avais pas 13 crédits à accorder à une série complète que je ne savais pas si j'allais aimer ou non. Donc je me suis dit, tant pis, j'ai téléchargé le tome 13 vu qu'il était dans mon abonnement. Maintenant qu'on est lancé, allez, on va l'écouter. Et on va être au cœur d'une enquête avec un meurtrier qui dissémine des cadavres un petit peu partout dans Londres en suivant le cours des rivières. Et ce sont des cadavres qui sont des messages destinés à une psychiatre, si je ne me trompe pas, Frida Klein, qui a un passif avec ce fameux meurtrier depuis les fameux 12 tomes que je n'ai pas lus. Et apparemment, ce meurtrier a fait une fixette sur elle. Et on va suivre également une jeune fille qui va se retrouver mêlée à tout ça, parce qu'elle est en dernière année d'études et elle a une thèse à faire. Et son maître de conférence lui a proposé de faire une thèse sur Frida Klein. Et elle s'est dit que quoi de mieux que de faire une thèse en allant interroger la personne directement. Sauf qu'elle va se retrouver donc au milieu de ces meurtres, elle va devoir se retrouver protégée par Frida et par la police, parce qu'elle va se retrouver malheureusement elle aussi ciblée par ce fou furieux. Et donc je disais que j'avais moyennement aimé. Alors, certes, il y a une grosse partie du fait qu'il me manque quand même 12 tomes, donc il y a des tenants et aboutissants que je n'avais absolument pas, des personnages qui, au bout du 13e tome, sont censés être innés pour le lecteur, donc plus du tout présentés, moi je ne les connaissais pas, donc c'était un petit peu compliqué de faire la relation qu'il y avait entre certains. De comprendre un petit peu ce passif entre justement Frida et le meurtrier, c'est un petit peu sous-entendu, j'arrive à faire les liens, mais il me manque quand même beaucoup d'éléments de l'enquête. Pareil au niveau de la police, il manquait quand même beaucoup d'éléments. Donc je trouve un petit peu dommage le fait qu'il y ait un 13e tome qui soit mis en écoute libre et pas le premier. Alors peut-être qu'il y a eu le premier par le passé, moi je commence tout juste avec Audible, donc c'est peut-être moi qui ai loupé le coche aussi. Mais c'est pas marqué comme quoi c'est un 13e tome, c'est quand j'ai commencé à le rentrer sous ma bibliothèque sur Livre Addict, quand j'ai rentré le titre, c'est là que je me suis rendu compte qu'il m'en manquait quand même beaucoup avant, et je me suis dit, ah mince, ouais, ceci explique un peu cela, pourquoi il y a des moments où je suis un peu perdue. Donc, outre ce procédé-là, l'écriture en soi ne m'a pas spécialement transportée non plus, malheureusement, parce qu'elle est assez plate. Il y a des moments assez intéressants avec justement ce côté un petit peu enquêteur, le lien qu'il y a avec l'eau, le lien qu'il y a avec cette Frida Klein. Mais à côté de ça, tout le reste me paraissait un petit peu, pas bancal, mais un peu banal, je dirais. Mais à côté de ça, tout ça me paraissait un petit peu plat. Et surtout, le côté qui n'allait pas est vraiment concentré dans le personnage de Lola, cette fameuse étudiante qui doit faire une thèse sur Frida Klein. Le personnage de Lola concentre vraiment tous les traits de caractère d'un personnage que l'on a envie de claquer et que l'on ne peut que détester malheureusement. Parce qu'elle est jeune et naïve et qu'elle ne fait aucun effort pour ouvrir les yeux sur le monde, malgré le fait qu'il y ait quand même Frida qui lui dise « t'as quand même un tueur aux trousses, sois un peu plus réactive ». Non. Il y a des moments, j'avais vraiment envie de rentrer dans le livre et de lui mettre 3 claques dans la tête pour la réveiller. Elle est archi concentrée sur elle-même. Elle a un passé dont elle n'a pas envie de parler, certes, mais qui revient sans cesse pour la bloquer.
et donc on n'a pas tout à fait les éléments de savoir pourquoi, même s'ils sont expliqués un petit peu au fur et à mesure. Mais comme elle n'est concentrée que sur elle-même, elle n'en fait donc qu'à sa tête, elle n'écoute absolument pas les conseils qu'on lui donne autour, malgré le fait qu'elle pourrait mourir quand même au premier coin de rue parce qu'il y a quand même un tueur qui la recherche. Elle chouine tout le temps, tout le temps, tout le temps pour un oui, pour un non. Elle ne sait pas faire son mémoire, donc elle pleure. Elle va voir son maître de thèse qui lui dit fais ça, mais elle dit je vais pas y arriver, donc elle pleure. Elle commence un truc qu'elle n'arrive pas, donc elle pleure. Elle, on lui dit de faire quelque chose mais qu'elle n'a pas envie de faire, donc elle pleure. J'étais là, ouh là là, au bout d'un moment, elle, si elle se recentre pas, elle va commencer vraiment à me casser les pieds menus, quoi. Et elle est comme ça pendant tout le livre. Elle est écervelée, elle est tête en l'air, elle est obtuse, elle refuse d'écouter tous les conseils qu'on lui donne, elle refuse de voir la réalité. Bref, ce personnage, en plus qu'on lui en rajoute le caractère de chouineur, elle est horrible. Elle est vraiment horrible. Du début à la fin, je pouvais pas supporter ce personnage et on la suit tout le long du livre. C'était assez un calvaire de la suivre. J'avoue que c'est en partie pour ça que j'ai pas tout à fait adhéré à ma lecture, il est vrai. À côté de ça, l'enquête est intéressante. La fin, je pense qu'il va y avoir un 14e tome et honnêtement, j'ai pas du tout envie de lire les 12 premiers ni de lire le 14e parce que le 13e m'a largement suffi. L'écriture ne me convient pas, les personnages, même si c'est que Lola, on va la voir uniquement dans ce 13e tome, je pense, mais elle m'a bloqué complètement. Ça m'a suffi. S'il y a d'autres personnages de ce genre, j'ai pas du tout envie de les connaître, ça me va amplement. Frida Klein est assez intéressante, point de vue qu'elle est quand même assez tourmentée. Elle a son côté psychanalyste qui ressort très souvent, qui est intéressant quand elle doit faire des analyses de personnes, quand elle doit travailler un petit peu avec la police. Moi, j'ai bien aimé ce côté-là, mais c'est vraiment tout. Et tout le reste m'a paru assez bancal, assez peu convaincant, surtout quand je vous dis donc le personnage de Lola qui... Non, moi c'est pas passé du tout avec celui-ci et c'est fort dommage, vu qu'on l'a pendant tout le bouquin. Donc, bah tant pis. La narratrice est arrivée à mettre un ton intéressant, mais pas assez pour me captiver, donc pour moi, cette série, elle va malheureusement s'arrêter là. Tant qu'on est dans les versions audio, je vais continuer avec RSX de Nicolas Feuss, que j'ai écouté il y a pas très longtemps, toujours sur la plateforme Audible. Alors je n'ai aucun partenariat avec cette plateforme, je paye les crédits que j'ai pour pouvoir écouter, et d'autres, je les ai directement dans l'abonnement, abonnement que j'ai évidemment payé là aussi. Et RSX, je voulais le lire parce que c'est un auteur de la région, et le roman va se passer en Occitanie, avec des meurtres assez reliés au Qatar, et à la religion avec justement ce nom RSX qui sonne un petit peu comme hérétique et la croix occitane en plein sur la couverture, ça m'intriguait beaucoup. Et on va se retrouver au milieu un petit peu d'une guerre de territoire dans le monde de la prostitution, avec un parrain qui va régir un petit peu tout le côté de Montpellier et l'autre de côté de Béziers et des alentours, et quand il va y avoir des meurtres un petit peu bizarres avec des lettres en sang qui sont soit sur les cadavres, soit sur des murs, avec des citations un petit peu latines se rapportant donc au Qatar ou se rapportant aux guerres saintes, et ben les enquêteurs ils vont commencer à se dire que finalement c'est peut-être pas qu'un règlement de compte entre des clans rivaux, qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu plus historique ou tout du moins secret et caché derrière tout ça. Et moi j'ai trouvé que c'était assez intéressant, même si il est très très cru par moments dans le monde de la nuit, dans le monde du sexe, avec la violence, avec l'alcool, avec la drogue et avec les viols. Il faut être assez accroché parce qu'il est très descriptif, on va dire. Et il y a des moments, j'étais un peu, ouais, bon, d'accord, moi c'est pas tout à fait mon truc. J'aime le glauque, j'aime l'horrifique, mais j'aime pas quand ça touche au viol. Ça, c'est un truc que j'aime pas spécialement lire, surtout pas détaillé en fait. Mais passer ce côté-là, c'était assez intéressant, point de vue que justement l'enquête est reliée au passé de l'Occitanie, aux guerres de religion et aux nombreuses choses qui se sont passées dans cette région et aux vestiges qui ont été laissés du passé vers le présent. C'était pas mal du tout. Ça se lit très très vite parce qu'il est assez court et la diction du narrateur fait qu'on a envie d'aller un peu plus loin. Les personnages sont
intéressants, même si, comme je vous disais, comme c'est très court, ils sont pas tout à fait creusés en profondeur non plus. Il y en a qui sont mystérieux, dont on a une réponse à la fin, mais c'est pareil, tout s'enchaîne très très vite et on aurait voulu peut-être un petit peu plus de détails, de descriptions ou que ce soit creusé, parce qu'il y a des moments ça s'enchaîne beaucoup trop vite et c'est fort dommage parce que l'intrigue est là, parce que l'histoire est bien menée, parce qu'il y a donc ce côté un petit peu règlement de compte, guerre de territoire mélangé à de l'historique et à du religieux, qui est très intéressant. C'est pas mal, mais c'est pas une lecture qui va me rester vraiment dans ma mémoire parce que j'aurais voulu un peu plus, c'était peut-être pas assez creusé pour moi, malheureusement. Donc ça, c'était pour la partie audio. Maintenant, on va partir sur la partie e-book. Et en général, quand ce sont des e-books, ce sont beaucoup des SP que je dois lire. Donc je remercie directement auteurs, autrices et maisons d'édition pour m'avoir fait parvenir leurs ouvrages et découvrir tous leurs univers. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit de Au fil du thé. Donc je vous mets la couverture juste ici. Et je remercie la maison d'édition GLP qui me l'a gentiment fait parvenir contre une chronique en retour. Et dans Au fil du thé, on va être dans une romance toute douce, un peu slow burn, entre deux hommes, avec deux personnages vraiment très tourmentés. Le premier qui atteint d'anxiété sociale très très dure, il a vraiment du mal à aller vers les autres, à aller en société et à parler, à travailler et à agir, on va dire, normalement en société. Il n'y arrive pas. Il fait des blocages, il fait des crises d'angoisse et son seul moment un petit peu de dilettante, son seul moment où il est apaisé, c'est quand il va dans son magasin de thé préféré, qui est tenu par une petite mamie qu'il aime bien et avec qui le contact passe étrangement plutôt. Contre toute attente, ce n'est pas la vieille femme qu'il va trouver quand il va passer la porte de la boutique, c'est un jeune homme. Jeune homme en fait qui fait partie de la famille de la vieille dame et qui est ancien membre du raid qui, à la suite d'une opération qui a mal tourné, a eu un accident qui lui a laissé de nombreuses séquelles physiques et mentales et notamment qu'il a dû avoir une amputation de la main. Et il est là un petit peu en convalescence en attendant de pouvoir retourner au travail, de pouvoir réintégrer son boulot de flic. On lui a prescrit du repos, du recul et essayer de se réhabituer à ce nouveau corps où il lui en manque une partie en prenant entre guillemets des vacances et lui il l'a pris en aidant sa grand-mère ou sa tante, je ne sais plus, à la boutique de thé. Et entre ces deux personnages, il va y avoir un début d'attirance, un début d'interrogation entre deux personnages qui ont été complètement écrasés par la vie, complètement bouleversés, chamboulés, et qui vont essayer de se reconstruire avec des maladresses, avec des soucis de communication, mais avec plein de tendresse. Et moi, je voulais découvrir un petit peu ce genre parce que, comme je vous dis, la romance, c'est pas tout à fait mon truc, mais la romance gay, je n'avais encore jamais testé. Donc quand j'ai eu cette opportunité, je remercie une fois de plus les éditions de me les avoir proposées parce que j'ai dit oui pour pouvoir découvrir ce que ça donnait. C'était pas mal, même si, donc quand je vous dis, moi, le côté un petit peu romantique, j'ai vraiment du mal avec ça. Et là, surtout, qu'il y avait des moments où j'avais l'impression que le personnage de Valentin, donc celui qui atteint d'anxiété sociale, il est vraiment compliqué, point de vue... Il est tellement en manque, il est là... pourrait sauter sur tout ce qui bouge à la moindre parole. Et j'étais là, ouais, je sais pas si c'est crédible parce qu'il est malade et parce qu'il est vraiment en manque ou parce que c'est son caractère comme ça. Mais du moment que le personnage en face de lui va lui adresser la parole, lui, ça va tout de suite l'émoustiller. Je dis, ah oui, enfin quand même, au bout d'un moment, c'est un peu gros, quoi. Il lui parle de la pluie et du beau temps, et lui, il commence tout de suite à se faire des films. J'étais là, oui, peut-être quand même. Moi, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Après, il y a quand même des triggers, comme je vous disais, parce que le personnage est atteint d'anxiété sociale, d'anxiété très poussée, comme je vous dis, il a vraiment des problèmes pour pouvoir discuter, pour pouvoir être à l'aise en société, et il fait d'énormes crises d'angoisse liées à ça. Donc peut-être que si vous êtes vous-même atteint d'anxiété, lire un livre avec un personnage ayant le même souci que vous, ça va peut-être pas vous mettre spécialement à l'aise, ou tout du moins si vous n'aimez pas lire quelque chose avec des personnes un petit peu malades,
peut-être que vous allez moins apprécier cette lecture. D'autant plus que le second personnage, lui, il a des séquelles physiques, il a des grosses séquelles mentales aussi, et que l'entourage de ces personnages n'est pas spécialement des plus agréables. Au contraire, il est même vraiment très toxique. Parce que, donc, comme je vous dis, la famille de Valentin, il cumule à peu près tous les défauts de l'univers, notamment la sœur qui est une peste sans nom, une tête à claque incroyable. Elle, en gros, du moment qu'elle est riche, qu'elle est plutôt jolie, qu'elle est mariée à un bon parti, et ben elle, ça l'agace profondément que son frère soit pas très beau, soit un petit peu gros, soit pas très intelligent, ou tout du moins qu'il n'utilise pas son intelligence au service de la famille, et notamment d'elle, sa sœur. Elle ne supporte pas qu'il soit gay, elle ne supporte pas qu'il soit atteint d'anxiété sociale. Pour elle, tout est dans sa tête, il n'est pas malade, il fait juste semblant et il fait exprès pour qu'on s'intéresse à lui et qu'il n'aille pas au travail, contrairement à tout le monde. Bref, elle lui trouve tous les défauts de l'univers et sa famille appuie cette théorie-là. Donc c'est pas très très sympa d'évoluer dans ce milieu-là, j'avoue. Donc pas sûr que vous aimiez cette lecture-là si vous n'aimez pas spécialement tous ces trucs qui gravitent autour des personnages principaux. À part ça, c'était assez mignon, même si je trouve que le titre Au fil du thé, eh ben, le thé il est quand même pas si présent que ça, parce que ça va vraiment se concentrer autour des deux personnages qui certes se sont rapprochés grâce à la boutique de thé, mais finalement le thé va très vite s'effacer pour laisser place à la reconstruction, à l'apprentissage de l'acceptation de l'un envers l'autre, de soi-même pour travailler sur lui-même, soit pour essayer d'aller mieux, donc pour celui qui a de l'anxiété, et pour l'autre qui est blessé physiquement et mentalement, pour s'accepter maintenant sans une main, et pour pouvoir aller de l'avant avec les autres problèmes que ça lui a engendrés. Donc c'était sympa, même si la fin, j'ai trouvé la réaction d'un des deux personnages complètement aberrante. Je n'ai pas adhéré avec tout ce que l'autre personnage, qui est la résilience incarnée, qui est l'acceptation, qui est la joie, le bonheur et le pardon, l'empathie à l'état pur, que l'autre lui ait fait ça, entre guillemets, les laisser vraiment tomber comme une vieille chaussette avec un argument pourri au bout. En soi, j'étais pas spécialement d'accord. C'est un choix de narration que j'accepte, parce que c'est pas moi qui écris le livre, je suis rien du tout pour pouvoir juger ça, mais j'ai trouvé ça un petit peu assez déroutant. Malgré ça, c'était une lecture agréable que j'ai bien aimé découvrir, même si la romance serait toujours pas mon genre de prédilection, j'ai aimé cette nouvelle expérience de lecture. Le e-book suivant, et qui était donc un SP là aussi, il s'appelle Un crime couleur de rubis en Birmanie. Je vous mets la couverture juste ici. Couverture qui m'avait intriguée par ces tons un petit peu chauds, un petit peu mystérieux comme ça, avec, je ne sais pas le nom exact, mais on va dire le toit d'une pagode qui attire tout particulièrement l'œil, et moi attisait beaucoup ma curiosité parce que la Birmanie, ce n'est pas un pays que je connais, donc j'avais très envie d'aller voyager là-bas. En plus, l'autrice m'avait dit attention, c'est pas tout à fait un thriller, ni un policier, c'est plutôt un cozy mystery. Je me suis dit, c'est parfait, je suis en plein dans la découverte du genre, donc moi ça m'intéresse d'autant plus, j'ai envie d'aller découvrir le cozy mystery en Birmanie. Et la découverte fut assez sympathique, parce qu'on va suivre un groupe de jeunes, deux amis qui ont décidé, pour fêter leur diplôme à l'université et leur future entrée dans la vie active, d'aller faire un petit break avant de commencer le travail. Ils se sont dit pourquoi pas aller visiter un pays sympa qui est quand même pas trop cher, un petit peu exotique, point de vue choses à aller voir et personnes à rencontrer. Et ils se sont dit pourquoi pas la Birmanie. Une fille va venir se greffer là-dedans parce qu'elle cherchait à aller là-bas pour pouvoir écrire son mémoire, si je ne me trompe pas, ou faire des recherches en tout cas sur un livre qu'elle était en train d'écrire. Et elle va venir se greffer au groupe pour avoir un petit peu moins cher à payer le voyage aussi. En arrivant sur place, elle va tomber sur son ex, donc elle n'est pas tout à fait heureuse de le retrouver. Et il va y avoir la disparition de la femme de son ex qui va arriver à brûle-pourpoint. Et ils vont se dire, tant qu'à visiter le pays, on va chercher la femme de son ex en même temps,
En allant dans les lieux les plus touristiques, c'est là où les personnes auraient été plus susceptibles de la voir, ou elle, de se rendre parce qu'elle a disparu, mais on ne sait pas tout à fait si c'est un enlèvement ou si c'est suite à la dispute avec son mari qu'elle a décidé de partir. Donc le petit groupe va se retrouver en train de faire à moitié du tourisme, à moitié une enquête, et à moitié essayer de résoudre ces mystères. Tout ça sous fond un petit peu de contrebande, parce qu'en même temps il y a des rubis qui vont disparaître, et apparemment la Birmanie est l'un des pays les plus connus en matière de rubis et en matière de recel de bijoux. Donc tout ça mélangé, ça fait une espèce de petite enquête comme un cosy mystery justement, entre le voyage et la recherche du meurtrier et de ces fameux bijoux volés. C'était pas mal du tout, même si c'était très court une fois de plus et ça aurait mérité, je pense, un petit peu plus d'être approfondi, que ce soit en point de vue description pour être un peu plus imprégné du pays ou en point de vue recherche au niveau de ces fameux enquêtes de bijoux et de disparitions. Peut-être creuser un petit peu plus les personnages, je ne sais pas, mais en tout cas installer un petit peu plus l'ambiance et faire que l'enquête soit plus prenante. Moi je me suis laissée porter, mais je suis arrivée bien trop vite à la fin. Et plus on allait dans le récit, plus on commençait à voir certaines ficelles et on se doutait de vers où ça allait aller. C'était intéressant, j'avais quand même un doute jusqu'à la fin et j'ai bien aimé le dénouement. Mais le genre policier, j'en ai lu beaucoup parce que c'est vraiment mon genre favori avec le thriller. Et même si le cosy mystery, je débarque à peine dans ce genre, ça reprend quand même un petit peu les ficelles du policier avec les mêmes clés. Et le fait que je connaisse ces clés, je voyais vers où ça allait aller et j'ai pas eu la surprise de quelqu'un qui pourrait débuter dans le genre ou qui n'est pas habitué à essayer de mener des enquêtes en même temps que l'enquêteur ou le policier à l'intérieur du livre, quoi. Donc j'étais un petit peu pas déçue, mais je suis restée un peu sur ma faim, quoi. C'était une belle découverte, mais il me manquait un petit quelque chose pour qu'il soit vraiment parfait. Toujours en e-book et toujours en SP, je vous mets la couverture juste ici. Là, on va changer radicalement de style avec un recueil de nouvelles, mais d'horreur. Il s'appelle d'ailleurs Le recueil de la folie pure. Et je pense que la couverture est assez explicite de ce que l'on va retrouver à l'intérieur du livre. Parce que moi, elle me faisait vraiment penser à une ambiance un petit peu saut, comme ça, un petit peu gore, macabre, dérangeante. Et c'est vraiment tous les qualificatifs qu'on va retrouver dans l'intérieur du livre, voire même beaucoup plus. Vraiment beaucoup plus en matière d'horreur. Donc tous les trigger warnings de l'univers auxquels vous pouvez penser, ils sont dedans. Ils sont dedans, c'est vraiment pour un public averti. Il y a marqué d'ailleurs public averti plus 18 ans plus, parce que toutes les horreurs sont concentrées à l'intérieur de ce recueil. Donc pour vous donner 2-3 exemples, histoire de vous mettre un petit peu dans l'ambiance si jamais il vous intéresse, vous avez du sang, certes, vous avez de la violence, vous avez de la torture physique et psychologique, vous avez des viols, vous avez de la maltraitance sur enfants, vous avez de la mutilation, vous avez de la scarification, vous avez du gore, vous avez de la pédophilie, vous avez, bref, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est dedans. L'auteur est horrible, point de vue qu'il a vraiment trouvé la noirceur de l'âme humaine et qu'il arrive à l'exacerber encore plus de par sa plume. Il fait ça terriblement bien, parce que c'est horrible, point de vue que c'est vraiment très immersif. Il a une plume excessivement descriptive, excessivement englobante pour le lecteur qui est vraiment plongé au cœur de la noirceur de l'âme humaine. Et c'est très compliqué à lire si on n'est pas accroché, je pense. Moi, la première nouvelle que j'ai lue, j'étais en train de manger, et j'étais là, quelle bonne idée j'ai eue de manger pendant une scène un petit peu glauque, un petit peu d'horreur, et un petit peu même de scatophilie. Donc, il faut être bien accroché, parce qu'il n'épargne personne, et certainement pas le lecteur, et encore moins les personnages, il est ignoble avec tout le monde. Et moi, j'ai bien aimé. Ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça avec tous les qualificatifs que je lui ai donnés avant, mais j'ai bien aimé parce qu'il a vraiment une plume excessive. À la lecture de la première nouvelle, je me suis dit waouh, il a mis la barre tellement haut, mais jusqu'où il peut aller en fait, parce que la première est vraiment noire, elle est vraiment ignoble, elle avec tous les descriptifs et les qualificatifs de l'horreur à l'état pur. Je me suis dit comment on peut faire
entre guillemets, pire que ça, il y arrive. Il y arrive même à la perfection et dans tous les domaines qu'il nous propose à travers ses nouvelles. Moi, c'est la dernière qui a été vraiment ma préférée, La Fée des Dents, où même si on va parler de maltraitance d'enfants, qui est quand même quelque chose, un sujet très dur, très lourd et compliqué à mettre en scène, lui, il y arrive bien aussi. Et il arrive à nous créer quelque chose, une ambiance, une moiteur présente qui nous fait nous sentir un peu dérangés, un peu mal, mais toujours attirés par cette fameuse noirceur et on veut en savoir plus, on veut aller jusqu'au bout. Et c'était vraiment très bien joué. Même si c'est très violent, j'ai bien aimé ce que j'ai lu parce que l'auteur, franchement, il a vraiment une plume très dérangeante, très particulière, mais il a réussi à la perfection à créer cette ambiance et cette horreur qu'il recherchait à l'intérieur de ce recueil. Donc on n'est vraiment pas déçu, si c'est ce qu'on recherche, on va le retrouver. Vraiment une horreur à l'état pur. Donc pour le mois d'octobre, si vous cherchez vraiment quelque chose de violent, de gore, qui peut vous faire presque frissonner de dégoût, ne cherchez plus, le recueil de la folie à l'état pur est fait pour vous. Je continue toujours dans les e-books et donc dans les SP avec Skritalian. J'avoue que je ne sais pas comment on le prononce, mais en tout cas, je vous mets la couverture juste ici avec le titre. Et là, on rechange encore d'ambiance parce qu'on va passer dans un mix entre de la science-fiction, du fantastique et de la dystopie. Parce qu'on va être en France, bien après l'ère où on est actuellement, où il va y avoir une nouvelle guerre, mais entre des humains et des personnages qui ont des pouvoirs, qui sont une race ancienne, et certains humains peuvent développer les mêmes pouvoirs que ceux-ci, et ces fameux humains vont donc être en danger, parce que un humain qui a des pouvoirs, c'est rare, mais c'est pas spécialement apprécié par les humains normaux, notamment les dirigeants des pays, et ceux qui sont contre ces fameux humains à pouvoir, ces mutants, ces gens un petit peu dégénérés, qui n'aiment pas parce qu'ils sont différents. Et ces êtres supérieurs qui ont ces fameux pouvoirs vont essayer de retrouver ces fameux humains et de les rallier à leur cause pour les protéger et pour servir d'autres desseins qu'il y a derrière leurs idées, il est vrai. C'est un premier tome d'une duologie, si je ne me trompe pas, et même s'il y a quelques erreurs, un petit peu de maladresse parce que la plume est très jeune, on sent que c'est un premier tome et un premier roman, et bien il y a quand même d'excellentes idées derrière. On sent que l'autrice a vraiment créé tout un univers, toute une généalogie, tout un processus tant historique que magique, que politique, qui font que chaque engrenage va apporter son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles derrière, et fait que le lecteur va se retrouver pris au milieu de ces assauts magiques, politiques, avec des enjeux plus ou moins cruciaux pour les personnages, et il va se trouver à chercher un clan lui aussi, et à essayer de vouloir en savoir toujours plus parce que c'est quand même très mystérieux. On garde le secret quasiment jusqu'au bout, et quand on arrive à la fin du premier tome, il y a encore beaucoup de questions en suspens. Donc on est tenté d'aller vers le tome 2 pour avoir, on l'espère en tout cas, les réponses à toutes ces questions, la fin de cet univers pour savoir qui va réussir à l'emporter, parce qu'il y a beaucoup de coups bas, il y a des complots, il y a des enjeux politiques comme derrière, comme je vous disais, qui vont faire que chaque action va avoir des répercussions derrière. Donc c'est pas mal du tout, beaucoup d'idées, mais avec une plume qui tend à les expliquer au lecteur de manière ludique, de manière pratique et facile, avec un côté un petit peu donc magique, fantastique derrière ses pouvoirs et ses créatures hors du commun, qui donne un attrait tout particulier au récit. Et moi j'ai trouvé ça pas mal. Même malgré les quelques petites maladresses, il y a quand même un bon potentiel derrière avec de belles idées. Donc on va passer maintenant au graphique. Et le premier que je vais vous mettre juste ici, c'est une BD. C'est le premier tome de La Brigade des Cauchemars. Et j'étais particulièrement curieuse de le lire parce que c'est une BD de Franck Tillier. Et Franck Tillier, vous connaissez l'amour que je porte à cet auteur et à ses œuvres parce que j'aime pas particulièrement sa plume qui est vraiment géniale dans le domaine du thriller. Donc je voulais vraiment lire qu'est-ce que ça pouvait donner dans un côté un peu plus jeunesse avec cette fameuse Brigade des Cauchemars. Et on va être avec deux enfants qui sont comme des frères malgré le fait que l'un des deux ait été adopté à la suite d'un gros accident où il a perdu la mémoire. Et ces deux enfants, grâce au père de l'un des deux,
ont la capacité de rentrer dans les cauchemars des patients de ce dernier. Et leur but, quand ils sont dans la tête du patient, c'est d'aller intégrer ce cauchemar, de voir d'où il prend sa source et de faire en sorte que le patient ou la patiente réussissent à surmonter ce cauchemar une fois qu'ils ont trouvé le lieu d'origine pour pouvoir le libérer et faire que le patient aille mieux. Mais ça ne va bien sûr pas se passer comme prévu. Et j'ai bien aimé le concept, même si j'ai eu beaucoup plus de mal avec le design, qui est très cartoonesque, j'ai envie de dire, avec des personnages qui sont très longilignes. Il y en a un qui a un cou énorme, ou des grands yeux globuleux, ou alors l'autre qui est plus ramassé sur lui-même. Il y a vraiment un côté tout est possible vu que ça se passe dans des cauchemars, et un côté avec un trait très simple qui m'a pas spécialement fait adhérer, mais pas dérangé non plus au point de me dire j'aime vraiment pas le design, j'arrête de lire la BD. Mais c'est vraiment, une fois de plus, le côté scénaristique, moi, qui m'a intéressée et qui m'a donné envie de lire la suite, parce que là, on est vraiment dans une introduction à cette brigade des cauchemars qui a le pouvoir de rentrer dans les rêves des gens. Moi, je trouve ça vraiment super chouette. Il y a tellement de possibilités à aller explorer derrière que ça me donne envie d'en savoir plus et d'aller continuer la série. Et même si je suis pas fan du design, je suis curieuse de lire la suite et voir jusqu'où cette brigade peut aller, parce que il y a quand même beaucoup de secrets qui m'intéressent derrière. Toujours dans les graphiques, là on va basculer sur un manga avec le tome 11 des Carnets de l'apothicaire. C'est toujours de Itsuki Nanao au storyboard et toujours de Neko Kurage au dessin. Et la couverture est une fois de plus trop belle, et le contenu est une fois de plus magnifiquement bien mis en scène, orchestré, dessiné, et moi j'ai toujours adoré ce que j'ai lu. C'est vraiment génial. Là, dans le tome 11, on est vraiment au cœur d'une enquête qui avait pris lieu au niveau du tome 10, et j'étais terriblement frustrée de ne pas pouvoir lire la suite parce que ma médiathèque n'avait pas acheté le tome 11. Donc quand je l'ai vu, je me suis ruée dessus et j'ai adoré ce que j'ai lu. Et là, j'ai très envie d'avoir le tome 12 qui n'est pas encore sorti. Donc il me tarde de pouvoir avoir le tome 12 entre les mains, parce que ça devient vraiment, je trouve, de plus en plus intéressant. On met à jour des secrets de la cour qui sont intrigants, intéressants et qui donnent matière à aller encore plus loin au niveau scénaristique. Donc j'aime beaucoup. Avec Mao qui est toujours aussi futée, qui est toujours aussi folle de poison. Moi j'aime vraiment beaucoup cette série, elle est vraiment géniale. Alors l'œuvre suivante, elle va me servir de tremplin pour pouvoir ensuite accéder du graphique au roman, parce que là, on est sur une œuvre qui est vraiment entre les deux, avec Thornhill, qui est un roman graphique que je voulais lire depuis un bon bout de temps, mais où je ne savais pas du tout vers quoi j'allais m'embarquer. Parce qu'honnêtement, donc Thornhill qui est de Pam Smith, ou Smile, j'avoue que je ne sais pas comment on dit, c'est publié chez les éditions du Rouergue dans la collection, on va dire, épique. Et c'est traduit de l'anglais par Julia Carninon. Et j'avoue que je n'avais pas lu le résumé, je m'étais uniquement fiée à la couverture et à son côté très énigmatique, très noir, très spookiesque, parfait pour cette période de l'année. Et je me suis dit, avec cette couverture, avec ce nom, avec cette ambiance qui se dégageait rien que de l'objet libre, on allait être dans quelque chose de spooky avec un orphelinat ou une maison hantée ou quelque chose dans un manoir abandonné dans lequel quelque chose de grave allait se passer ou avait mal tourné. Pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est vrai que le résumé nous aide pas beaucoup parce qu'il nous dit « Marie a habité là pendant des années. Entre ces murs, elle a vécu les pires moments de sa vie. Et là, elle ne peut s'empêcher de l'observer depuis sa chambre. La nuit, elle se demande ce qu'il cache. Certains ne voient en lui qu'un vieil orphelinat, d'autres sont au courant de son secret, mais tout le monde connaît son nom, Thornhill. » Avec ça, moi j'ai resté en plein de mystère, et donc avec cet orphelinat abandonné, je me suis dit il y a quelque chose de spooky. Et ben non, pas du tout. Pas du tout. On va être sur quelque chose de violent, point de vue qu'on va être dans du harcèlement. Donc pas du tout la vibe maison hantée, même s'il y a un petit peu de ça quelque part, mais on va vraiment être focalisé sur Ella qui va trouver le journal de Marie,
et qui va raconter le calvaire qu'elle a vécu dans cet orphelinat avec un groupe de filles qui l'avait pris en grippe et qui lui a fait les pires choses au monde. Donc c'est une personne qui va se retrouver recroquevillée sur elle-même, qui a développé un trouble du langage, donc elle ne parle quasiment pas, ou très très peu. Elle n'arrive pas à s'exprimer, et elle arrive encore moins quand elle se fait harceler. Et elle n'arrive pas à dénoncer non plus cet harcèlement, ce qui fait que pour les gens qui sont autour d'elle, bah, si elle ne parle pas, c'est que tout va bien. Et comme tout va bien, bah, y a pas lieu de s'inquiéter en fait. Et donc, la personne qui la harcèle ne craint absolument rien et continue les brimades toujours plus loin. C'était une belle découverte, même si c'était pas ce que je recherchais à la base. J'étais très étonnée de par le style graphique aussi, parce qu'il va se découper en pages de journaux intimes comme ça, entrecoupées d'illustrations, et elle-même, hop, encore une pour vous montrer, entrecoupée de pages noires comme ça pour vraiment alterner entre les chapitres, entre les passages un petit peu cruciaux et entre les époques. C'est une belle œuvre qui a été vraiment à la fois bien illustrée et bien mise en avant par les extraits de journaux intimes. C'était très intéressant, mais c'était donc pas du tout ce que je recherchais à la base. Et j'avoue que, en voyant le décor, à la lecture du résumé, je ne m'attendais pas du tout à tomber sur du harcèlement. Donc c'était pas un choc, mais vraiment quelque chose d'étonnant, mais qui au final, avec le côté un petit peu spooky, un petit peu dérangeant et étrange de cet orphelinat, arrive à prendre tout son sens de par la couverture et l'ambiance un petit peu particulière qui se dégage notamment de l'orphelinat et donc au final de cette œuvre. Et donc quand je vous disais cette œuvre qui était à moitié entre le graphique et le roman, me sert de tremplin pour vous montrer à présent tous les romans que j'ai lus. Et on va commencer avec celui-ci, que j'ai déniché à ma médiathèque et que j'étais super contente parce qu'il faisait partie de ceux de la rentrée littéraire 2023 que je voulais vraiment découvrir. Il s'agit de Ceux qui ne meurent jamais de Dana Grigorcea, publié chez les Argonautes et traduit de l'allemand par Elisabeth Land. Et comme on pouvait le deviner un petit peu sur la couverture avec ses petites chauves-souris, on allait parler de vampires, notamment parce que ça se déroule en Roumanie, dans les Carpates, et qu'il y a Dracula qui est pas très très loin. Parce que c'est une jeune artiste qui va retourner dans les Carpates au sein de sa communauté avec sa famille, et qui au travers de son histoire qu'elle va nous conter et celle de son pays, elle va trouver un cadavre qui va avoir des similitudes avec les fameuses légendes vampiriques et notamment avec donc Dracula qui est un peu l'égérie du pays point de vue personnage historique ultra célèbre. Et j'avoue que j'ai été assez déroutée par cette lecture, point de vue que moi on me vendait justement le côté Vlad l'Empaleur avec une crypte familiale où un corps mutilé a été découvert proche d'une usine à l'abandon, où ça donnait une ambiance un petit peu spooky comme ça, avec ces créatures vampiriques qui revenaient des origines même dans les Carpates. Et au final, il y a bien ça, mais c'est une infime partie, point de vue, qui a vraiment beaucoup de choses dans ce livre. Et c'est notamment un aspect un petit peu satirique de lieu du pays qu'est la Roumanie, un petit peu un côté politique, un petit peu un côté comédie burlesque et un petit peu un côté justement fantastique policier avec cette créature un peu vampirique, avec ces meurtres un petit peu ritualisés qui font que ça nous donne écho avec Vlad Tepes et avec les meurtres qu'il avait perpétués. Mais c'est vrai que c'était particulier. L'écriture est très particulière, point de vue que c'est l'autrice qui nous raconte ce qu'elle vit, mais en tant que personnage entre guillemets fictif. Donc c'est vraiment particulier parce qu'elle peut passer de la vie banale de tous les jours à un moment passé où elle était à Paris à apprendre les beaux-arts, puis revenir à du conte un peu gothique, puis revenir à une satire politique, et le tout dans le même chapitre, entre deux paragraphes. C'est assez particulier, et j'avoue que j'étais un petit peu déroutée par le style de ce récit, qui m'a pas autant transportée que ce à quoi je m'attendais en fait. Et le côté un peu donc draculaesque est présent, mais est très bizarre. Parce qu'on arrive à la fin du récit,
Et on n'en sait pas beaucoup plus qu'au début finalement. Ça nous laisse dans une expectative, dans un espèce de flou qui fait que le lecteur, il sait pas trop si il a rêvé de cette lecture, si elle était réelle, si c'était vraiment une satire qui montrait que les vampires n'étaient pas forcément que des créatures mystiques et n'étaient pas que des créatures qui sucent le sang des vivants, qu'il peut y avoir un politique qui peut être appelé un vampire parce qu'il va utiliser la force vitale du peuple pour s'enrichir lui. Et donc c'est pas mal joué, mais ça joue beaucoup sur le fait que c'est une légende locale et qu'on peut la décupler avec beaucoup d'idées derrière. Donc intéressant mais très bizarre en même temps, j'ai moyennement apprécié cette lecture qui pourtant me faisait terriblement envie quand je l'ai vue arriver dans la liste des sorties de la rentrée littéraire 2023. Et là on va arriver aux 2 derniers romans que j'ai lus et que j'ai aimés tous les deux, pour diverses raisons. Le premier que je vais vous présenter, il s'agit du très célèbre Les 7 Sœurs de Lucinda Riley. Cette version-là, elle est éditée au livre de poche et ça a été traduit de l'anglais d'Irlande par Fabienne Duvigneau. Et depuis le temps, c'est vrai que je voyais tourner cette saga, que je voyais passer le nom de cette autrice qui a écrit des choses très célèbres et très bien apparemment. Moi, c'était vraiment le côté de la saga 7 Sœurs qui m'intriguait particulièrement parce que je pense qu'on en entend parler partout. Parce que le dernier tome, je crois, est sorti et ça m'intriguait beaucoup. Je voulais voir ce que c'est cette saga familiale dont tout le monde parlait et j'ai déniché le premier tome à ma médiathèque. Pour ce qui est du résumé. À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des 4 coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Maya, Dapliez et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance. Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Pour héritage, elles reçoivent chacun un indice qui leur permettra peut-être de percer le mystère de leurs origines. La piste de Maya la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruine sur les collines de Rio de Janeiro. C'est là que son histoire a commencé. Secret enfoui et destin brisé, ce que Maya découvre va bouleverser sa vie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, qui m'a vraiment transportée dans un autre univers, entre le présent et le passé, entre la quête d'origine, la quête un petit peu mystique et mythologique et un côté historique fortement intéressant. Parce qu'on va être entre Paris et Rio de Janeiro, avec un passage par la Suisse et Genève, il est vrai. Et c'était très intéressant de lire les passages entre Maya, qui est donc sur le présent, qui va essayer de découvrir à Rio ses origines, et avec les lectures de lettres du passé entre donc Paris et le Brésil du passé, pendant la construction du monument de Jésus sur le Corcovado. C'était super intéressant. Cette quête de l'identité, cette saga familiale vers la quête du savoir avec qui est vraiment ce père, pourquoi il a adopté 7 sœurs qui venaient de chacune de 4 coins du monde, pourquoi il leur laisse un héritage aussi nébuleux, et est-ce qu'elles vont vouloir aller de l'avant, essayer d'aller voir à quoi correspond l'héritage, est-ce qu'elles veulent vraiment connaître leurs origines, savoir d'où elles viennent et pourquoi. J'ai trouvé ça super intéressant, et à la fin de ce premier tome qui est donc concentré sur Maya, l'aînée des 7 sœurs, j'ai beaucoup aimé et j'ai très envie de découvrir le secret de chacune des sœurs maintenant. Et dans le 8e tome apparemment de ce fameux père milliardaire, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de dévorer le reste de la saga parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, qui a encore beaucoup de secrets, qui recèle beaucoup de mystères et qui va me faire voyager dans les prochains autres tomes, je l'espère, parce que celui-ci à Rio était vraiment dépaysant. La plume est tellement agréable à la lecture. Elle est à la fois douce et envoûtante, elle est très descriptive, elle est très historique et narrative par moments. Elle est très agréable, avec ce côté encore un peu mystique et énigmatique qui nous enveloppe pour pas tout dévoiler d'un coup. Et donc cette version entre journaux intimes du passé et recherche du présent, j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. Et presque je me dis que c'est dommage que j'ai attendu tant de temps. Oui et non. Oui, parce que j'aurais pu le découvrir depuis un bon bout de temps.
Et non parce que finalement, tous les tomes étant sortis, j'aurais peut-être un peu moins de mal à me les procurer que si j'avais dû attendre entre chaque publication. Donc voilà, maintenant j'ai une nouvelle saga qui est commencée alors qu'il m'en reste encore plein d'autres que j'ai pas terminées, mais celle-ci je l'aime vraiment beaucoup et j'ai envie d'aller au bout de cette histoire. Et le dernier que je vais vous présenter, même si je vois que j'ai déjà beaucoup parlé et que lui en est vraiment à ça du coup de cœur tellement je l'ai adoré et que j'ai beaucoup de choses à dire dessus, donc je vais essayer d'abréger entre guillemets tout en essayant de vous le rendre intéressant parce qu'il est vraiment incroyable, une pépite en son genre. Je voulais vous parler de Le pavillon des combattantes. C'est de Emma Donoghue, je ne sais pas si c'est du gaélique, mais en tout cas ça a été publié à les presses de la Cité et ça a été traduit de l'anglais d'Irlande par Valérie Bourgeois. Et c'était absolument génial, terrifiant, bouleversant, rageant, beau mais génial. Le pavillon des combattantes, ça faisait un petit bout de temps que je l'avais vu passer, que je voulais le lire parce que j'étais intriguée. Oh, incroyable, incroyable. Attendez, je voulais le résumer et on en parle juste après. 1918, 3 jours à Dublin, ravagé par la guerre et une terrible épidémie. 3 jours aux côtés de Julia Power, infirmière dans un service réservé aux femmes enceintes touchées par la maladie. Partout la confusion règne et le gouvernement semble impuissant à protéger sa population. À l'aube de ses 30 ans, alors qu'à l'hôpital on manque de tout, Julia se retrouve seule pour gérer ses patientes en quarantaine. Elle ne dispose que de l'aide d'une jeune orpheline bénévole, Bridie Sweeney, et des rares mais précieux conseils du docteur Kathleen Lynn, membre du Sinn Féin, recherché par la police. Je ne connais pas le gaélique, désolé. Dans une salle exiguë où les âmes comme les corps sont mis à nu, toutes les trois s'acharnent dans leur défi à la mort, tandis que leurs patients tentent de conserver les forces nécessaires pour donner la vie. On nous dit un huis clos intense et fiévreux dont Julia sortira transformée, ébranlée dans ses certitudes et ses repères. En pleine pandémie de grippe espagnole, l'ancien monde est en train de s'effondrer. À la maternité, des femmes luttent pour qu'un autre voie le jour. Et il était bien, il était terriblement prenant ce livre, qui pourtant ne se passe que sur 3 jours dans un espèce de huis clos à travers ces salles d'hôpital où tout manque, parce qu'ils sont donc en pleine guerre et en pleine pandémie de grippe espagnole, donc où les hommes ont été envoyés au front, donc il n'y a plus personne pour pouvoir venir les aider, il n'y a quasiment plus de médecins, il ne reste que les femmes qui sont débordées, et Julia qui est dans ce service de mères qui cherchent à donner la vie mais qui ont contracté la grippe et qui doivent lutter pour leur survie, pour le survie de leur enfant, pour arriver à mettre au monde ces futurs enfants tout en luttant contre cette fameuse grippe qui n'épargne vraiment personne. Et c'était incroyable. Franchement, cette lecture, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, mais parce que j'en avais beaucoup d'autres à lire en même temps. Mais franchement, une fois que je les ai terminés, que je suis rentrée complètement dans celui-ci, il m'a été impossible de le lâcher tellement j'étais prise dans le tourbillon de sentiments que ces femmes ont dû éprouver à cette période, parce que c'était incroyable, un mix entre la fiction et l'historique, terriblement intéressant, où 3 femmes portent à bout de bras un service d'un hôpital entier, où elles ont la vie de leurs patientes et de leurs futurs enfants entre les mains, et elles doivent lutter pour la survie de ces enfants, de ces femmes, et leur survie aussi contre la maladie, qui n'épargne rien, parce que cette grippe, elle n'avait aucun remède à l'époque. Il y avait le combat entre hommes et femmes, le fait qu'une femme médecin, c'est pas possible parce que c'est une femme, mais qu'il n'y ait pas de médecin homme parce qu'ils sont tous envoyés au front. Il y a le combat constant donc entre les infirmières et les médecins ou les aides-soignants qui se vouent une guerre de hiérarchie et de sexe. C'est terriblement frustrant à part certains moments de voir l'époque, comment c'était, comment les femmes devaient lutter constamment. C'était une lecture bouleversante, prenante, triste et belle, dure et violente, qui fait ressentir un panel d'émotions, tant on est pris dans l'action, on est vraiment dans le même service d'hôpital que ces femmes, au cœur de la tourmente avec ces patientes qu'elles vont essayer de sauver malgré le temps, malgré la guerre, malgré la famine, malgré
malgré l'épidémie, malgré plein de choses. Et c'est en même temps un combat de tous les jours, donc tant pour les patientes que pour les infirmières. Et c'était terriblement passionnant. Ce nom, le pavillon des combattantes, il va aussi bien pour le corps médical que pour les patientes, parce qu'elles sont dans une lutte constante, un combat pour la survie, un combat pour le droit des femmes et un combat pour la vérité avec le docteur Lynch qui lui est inspiré d'une personne réelle, qui a été parmi les rebelles, qui a quand même été une femme doctoresse, qui est terriblement intéressante, et à la fin de ce livre, ça m'a donné envie de connaître un peu plus sur elle, de faire un peu plus de recherches pour en apprendre plus sur ce personnage qui a réellement existé. Et ces deux femmes, Julia et Brady, et donc le docteur Lynch aussi, on est vraiment avec elles et on se prend d'affection tout de suite pour elles, qui ont une force de caractère, une combativité sans égale et une force aussi mentale incroyable pour arriver à surmonter la fatigue, la faim, la mort, la douleur, la tristesse. Elles sont incroyables et on se prend d'empathie pour elles et on a envie d'aller au bout avec elles. Et quand je suis arrivée à la fin, où je me suis attachée à toutes ces femmes patientes comme corps médical, où j'étais bien avec elles dans ce huis clos, où je voulais en savoir plus, j'étais vraiment à fond avec elles pour qu'elles sauvent les mères et les enfants. Et quand je suis arrivée et qu'il y a eu l'épidémie qui a touché un des personnages principaux, j'étais là, oh mon Dieu, non pas ça, c'est pas possible, il ne peut pas y avoir ça qui va arriver parce qu'on sait que l'épidémie n'épargne personne et que même si c'est un personnage auquel on s'est terriblement attaché et auquel on n'a pas envie qu'il lui arrive malheur, on sait qu'il va y avoir un problème derrière, on sait que cette personne ne va peut-être pas en réchapper et on n'a pas envie de le lire, mais en ayant poussé quand même parce qu'on est dans le feu de l'action et on continue à lire, et quand la tristesse va nous dévorer, on va avoir exactement les mêmes réactions que toutes les personnes auxquelles on s'est attaché dans le livre, parce qu'on faisait presque partie de ce service de maternité, on était vraiment avec elles et c'était terriblement beau, chouette, touchant, triste et révoltant, tout ça à la fois. Moi j'ai vraiment adoré, je vous dis, je l'ai dévoré et j'étais terriblement triste à la fin quand je l'ai refermé. J'étais vraiment encore bouleversée de ce que j'avais lu, terriblement contente d'avoir découvert cette œuvre qui était vraiment magnifique et triste de l'avoir lue, de l'avoir terminée et d'être repartie de ce service de maternité alors que j'aurais voulu passer encore plus que 3 jours avec ces femmes, savoir si certaines s'en sont sorties, savoir comment se passe le premier rôle de mère d'autres, comment se passe la suite de la pandémie, est-ce qu'ils vont réussir à trouver une solution, bref. C'était génial, c'était vraiment une excellente lecture, une très très belle découverte, et franchement celui-ci je vous le recommande à 300%, il est absolument incroyable, bouleversant, poignant, prenant, mais il est génial, c'est vraiment une excellente lecture du mois de septembre. Et je vais clôturer ici parce que j'ai vu que mon micro m'avait une fois de plus lâché. Je suis vraiment désolée pour ces problèmes qui ne sont pas de mon fait. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura néanmoins plu, que vous aurez fait de belles découvertes parmi les titres que je vous ai présentés, que vous avez peut-être envie d'en découvrir certains. Et justement, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures. N'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour qu'on discute tous ensemble des titres que je vous ai présentés. Et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!